Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Comment parler d'actualité aux élèves, surtout quand elles se révèlent dramatiques? Quelles peuvent être les conséquences sur leur avenir? 2 jours après le début d'une guerre déclarée entre la Russie et l'Ukraine, nos invités viennent débattre en plateau. Il est aux commandes de l'Omni sur France 4, lancé pendant le confinement pour aider les élèves à continuer à apprendre quand les établissements étaient fermés. C'est Alex Good et il sera en plateau avec nous aussi. Et puis comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Cette semaine, on leur a demandé la définition de l'espoir, mais tout de suite, c'est l'action en bref et c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, la création enfin d'un délit de harcèlement scolaire. Le Parlement l'a adopté ce jeudi après un ultime vote des députés, un délit qui pourrait être puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Jusqu'ici, le harcèlement scolaire n'était sanctionnable que sous d'autres chefs, dont le harcèlement moral. Ce jeudi, TF1 a diffusé un épisode inédit de Léo Maté, Brigade des mineurs, la série dans laquelle on retrouve Jean-Luc Reichmann dans le rôle principal. Invité par Sud Radio, l'animateur et comédien s'est confié sur l'impact de la série et de son rôle auprès des enfants et des familles. Un programme qui permettrait aux langues de se délier. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, si mon image populaire, entre guillemets, je dis bien, peut être utile à libérer la parole des enfants, c'est-à-dire à dialoguer dans les cours de récréation le lendemain de la diffusion. Vous avez des retours de ça ou pas? Mais bien évidemment. Est-ce qu'il y a des enfants que vous croisez ou des jeunes adultes qui vous disent merci? Ouais, mais il y a des gens comme la Brigade des mineurs de Paris qui disent mais le lendemain, ça sonne beaucoup plus au standard de la Brigade des mineurs en disant écoutez, j'ai un souci. Apparemment, j'ai entendu des bruits bizarres chez les voisins. Vous savez, dans ma famille, il se passe des choses bizarres. La réaction de l'UNESCO face à l'escalade des violences en Ukraine, l'organisation a publié un communiqué appelant à s'abstenir de toute attaque ou atteinte aux enfants, aux enseignants, au personnel éducatif ou aux écoles. L'UNESCO souhaite que le droit à l'éducation soit respecté. Jean-Michel Blanquer a également réagi sur le sujet. C'était ce jeudi devant l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Éducation a fait part de son soutien avec le peuple ukrainien. On l'écoute tout de suite. Je me permettrai pour commencer évidemment de dire toute ma solidarité avec l'Ukraine et avec les Ukrainiens dans ce moment si grave et de le dire en ayant à parler d'un texte qui nous rappelle que la paix, la fraternité se construisent dès l'école et que c'est vrai pour la France, c'est vrai évidemment pour le monde entier et pour le genre humain dans une période de notre histoire où justement l'enjeu de l'école est plus important que jamais. Jean-Michel Blanquer qui s'engage auprès du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, dans le but de développer des web radios scolaires en route vers la systématisation des web radios dans chaque collège. Les vertus démontrées sont multiples. Compétences écrites, compétences orales, esprit d'équipe, démarche d'investigation dans toutes les disciplines et climat scolaire. Merci beaucoup Mickaël. Comment parler d'actualité aux enfants? Comment l'évoquer en classe en essayant d'instaurer un dialogue constructif? On en débat tout de suite avec nos invités, c'est notre question du jour. Et pour en parler, j'accueille en plateau Jean-Yves Dana, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef d'Ocapi, célèbre magazine pour les enfants, pour les jeunes. Et également Kamal Chaban, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Gustave Flaubert à Paris, dans le 13e. On peut parler de tout avec un enfant, en tout cas il paraît, et on va en discuter ensemble tous les trois, mais pas n'importe comment. Expliquer l'histoire et surtout l'actualité aux jeunes n'est pas chose facile. Il y a beaucoup de facteurs, j'imagine, à prendre en compte. L'âge peut-être, la maturité, la connaissance du monde, et puis peut-être son élément finalement parental, son élément familial. Jean-Yves Dana? Oui, absolument. Alors le parti pris de dire on peut parler de tout, c'est une règle qu'on s'applique chez Bayard Jeunesse en général et à Okapi en particulier, qui est un magazine complexe à monter parce qu'il s'adresse aux collégiens, donc à la fois à des enfants de 11 ans et à des déjà beaucoup plus grands qui ont une quinzaine d'années, puisqu'on va de la 6e à la 3e. Et évidemment, on s'adresse à des jeunes qui n'ont pas tous le même niveau d'acquisition, de connaissance, de maturité, comme vous l'avez dit.
et n'ont pas non plus le même intérêt pour la chose géopolitique, en l'occurrence, si on parle de guerre, mais pour ce qui se passe dans le monde. Enfin, voilà, ça, c'est valable finalement aussi pour les adultes. Hein. Les âges sont très différents, les cultures sont très différentes aussi, donc finalement, la différence est partout. Depuis hier, même avant-hier, le mot guerre est partout et fait la une de tous les journaux, évidemment suite aux frappes russes en Ukraine. On sait déjà l'inquiétude chez les parents, chez les adultes. On l'imagine, l'angoisse qui monte chez les enfants. Vous, Kamel Chaban, vous qui êtes professeur d'histoire-géographie, vous sentez, même si on est en période de vacances scolaires en ce moment à Paris, vous sentez l'angoisse naissante chez les enfants quand on parle d'actualités chaudes comme celle-ci ? Alors, pour ce qui s'agit de l'Ukraine, oui, ça avait déjà commencé en fait avant les vacances. Hein. Les élèves ont posé certaines questions, mais bon, le conflit n'était pas encore engagé. Et puis après, ça dépendait des niveaux, en fait, des niveaux des élèves qui posaient ces questions. Hein. Moi, j'enseigne en 6e, 4e, 3e. Les questionnements ne sont pas les mêmes, hein, mais bon, les élèves viennent avec leurs questions, avec leurs représentations. Il faudra bien leur répondre, hein, même si on a commencé de le faire. Il n'empêche que là, avec l'intervention russe hier, il faudra aller un peu plus loin en termes de réponses à leur donner. Alors justement, l'école est là pour apporter des réponses. Vous, les professeurs ? Alors, comme disait monsieur à l'instant, il n'y a pas de sujet tabou, hein, évidemment. On parle de tout à l'école, y compris d'actualité. Après, pour ce qui est de mes matières, en fait, l'histoire, la géographie et aussi une discipline qu'on enseigne, hein, dont vous avez bien entendu parler, l'enseignement moral et civique. En réalité, les fondements de notre discipline permettent de décrypter l'actualité. On donne des compétences, des savoir-faire, des méthodes, on forme à l'esprit critique et ça, déjà, en termes de méthodologie, ça permet de décrypter l'actualité. Mais vous voyez, ça, c'est le fonctionnement, notre fonctionnement quotidien. Après, là, évidemment, il faudra faire un zoom et aborder cette actualité qui fait irruption dans les vacances des élèves et ils viendront, comme je vous le disais tout à l'heure, avec leurs questionnements et leurs représentations. Il faudra bien leur répondre, quoi. C'est important de parler, justement, parce que quand on parle de guerre, enfin d'événements aussi tragiques que ça, et c'est pas la première fois, puisque les guerres, malheureusement, il y en a partout et tout le temps et dans le monde. Ça nous touche un peu plus parce qu'on parle de l'Europe aujourd'hui. Mais les drames humains, quels qu'ils soient, sont, j'allais dire, presque quotidiens partout dans le monde. De temps en temps, on se dit, peut-être, certains parents réagissent en disant, oui, mais peut-être qu'il ne faut pas trop parler, il faut les protéger. Est-ce que c'est important, justement, de nourrir cette parole, de tout le temps parler de ce qui se passe pour peut-être désangoisser, pour peut-être enlever l'inquiétude? Jean-Yves Dana. Le tout le temps, il est difficile à prendre de façon aussi globale. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il y a eu un moment marqueur dans notre histoire récente. C'est même avant l'histoire des attentats de 2015, j'allais dire, ça a été 2001. Parce que pour la première fois, j'allais dire... le 11 septembre. Le 11 septembre, pardon. Pour la première fois ce jour-là, il y a la violence des images en direct qui est apparue à tous, et notamment à des jeunes qui étaient devant leurs écrans de télévision à l'époque. On n'était pas encore à l'ère des réseaux sociaux et d'Internet de façon aussi développée que maintenant pour Internet. Et donc, ils ont pris ça en pleine poire, comme tout le monde. On était tous en état de choc. Et... à l'époque déjà, je me souviens, dans la rédaction d'Ocapi, la réflexion était... Vous étiez journaliste à l'époque. J'étais journaliste à Ocapi. Et très vite, on a mis en place un dispositif d'écoute des enfants. C'est-à-dire qu'avant même de leur parler, il faut les entendre sur leurs angoisses, sur ce qu'ils ont reçu comme choc, les aider à en parler et comprendre l'impact de ces images. Et nous, on l'a fait, en l'occurrence, c'était avec un philosophe à l'époque, à qui on a demandé de venir parler avec des adolescents pour faire des pages sur le choc de l'image en direct. C'était Yves Michaud, à l'époque, qui avait fait ça. Ouais. Et depuis, ça nous a nourris. C'est-à-dire que régulièrement, quand des événements très forts comme celui-ci existe, il y a d'abord le besoin de comprendre ce que ressentent les enfants eux-mêmes, ce que ressentent les adolescents, de comprendre à la fois leur degré de connaissance, mais souvent de méconnaissance du sujet, et de les aider à mettre des mots là-dessus. Donc c'est d'abord partir de leur propre expérience, j'allais dire, y compris parfois en allant chercher dans nos traitements des ados, donc des pré-ados pour nous, des jeunes de 12-13 ans, des pays qui sont touchés par des crises graves. Ça a été le cas avec la Syrie, on a fait des choses. Ça a été le cas, j'allais dire, il y a 2 décennies, on a fait avec le Rwanda, vous voyez. Donc on essaye toujours d'aller chercher
ce qui les rend proches du sujet dont on parle. Parler des émotions, vous, Kamel Chaban aussi, par exemple, dans l'attentat de 2015, pour parler plus récemment. Vous étiez en 2001 aussi professeur d'histoire-géographie et de MC à l'époque. Donc vous avez vécu tous ces moments aussi dramatiques, les attentats. Et puis les périodes de l'histoire, à chaque fois, vous avez aussi ce sentiment qu'il faut parler, laisser parler les enfants, laisser parler leurs émotions. Alors c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a acquis une certaine expérience dans le traitement de l'actualité, mais là, après, voilà, tout dépend de quelle actualité il s'agit. Là, évidemment, on est au cœur de drame. L'actualité dramatique, elle a fait éruption, vous le dites bien, avec les attentats du 11 septembre, et puis après, avec encore plus de force en 2015. Et puis je pense à mon collègue aussi, Samuel Paty, qui a été assassiné et bien dont il a fallu parler et auquel on a rendu hommage. Voilà. Alors après, évidemment, il s'agit de rassurer les élèves, comme vous le dites, sans entrer non plus dans des considérations trop démagogiques, parce qu'il faut leur dire la vérité. Mais surtout répondre, je disais tout à l'heure, répondre un mot pour tout dire, en fait, comprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on Mais comment faire justement pour comprendre? Parce que nous-mêmes parents, on ne comprend pas. C'est-à-dire que comment vous faites, comment vous avez cette magie de pouvoir expliquer des choses que même nous, parents, avons du mal à expliquer? Alors justement, l'école, c'est bien le lieu d'éducabilité au possible et d'instruction. C'est notre métier, en fait. Voilà. Oui, c'est très impressionnant, je peux vous dire. Alors, non mais vraiment, après, parce que c'est des choses très compliquées, très complexes, on l'a bien vu. On essaye depuis 2 jours, typiquement pour l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, on essaye d'expliquer les choses et même là, on n'y arrive pas. Alors quand on dit comprendre, évidemment, les questions d'actualité, finalement, pour nous, se traitent comme les autres, c'est-à-dire à partir de documents. Là, ici, en plus, on peut confronter des visions médiatiques, encore une fois, pour alors soit déconstruire les représentations des élèves, soit répondre à leurs questions, comme je vous le disais, et puis simplement vérifier qu'on a bien vu la même chose, voilà, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de compréhension. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend dans quel niveau on aborde la question. Par exemple, là, je pense pour la crise ukrainienne aux classes de 3e, où ce sera un peu plus facile de l'aborder avec eux parce que on a déjà parlé de la guerre froide. Alors, on est en train, voilà, ils ont un certain nombre de prérequis et donc du coup, le sujet pourra être beaucoup plus contextualisé. Ça va être un peu plus compliqué pour les autres niveaux de classe qui n'ont pas tous ces prérequis et qui n'ont pas finalement toute la chronologie. Mais après, par exemple, vos confrères du Monde font de remarquables vidéos qu'on peut regarder avec eux, et puis confronter le discours médiatique. Mais encore une fois, ce qui est important, là, pour des sujets d'actualité comme ça brûlants, c'est justement les questions des élèves, voir bien qu'on a compris la même chose, parce que c'est pas évident. Et vous l'avez dit, après, il y a les discours des familles qui quelquefois, alors, il y a des élèves qui vont venir et qui vont être bien au fait de ce qui se passe, et puis il y en a d'autres qui vont véhiculer un certain nombre de représentations avec toutes les inexactitudes et les jugements à l'emporte-pièce ou les raccourcis qu'on connaît, quoi. Et alors ça, c'est très compliqué, j'imagine, pour vous en tant que journaliste, pour vous en tant que professeur, de vous positionner par rapport aux parents. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on inculque à la maison, il y a ce qu'on inculque dehors, dans la rue. Enfin, je peux dire, dans la rue, c'est un générique pour parler de l'actualité, pour parler des journaux, du café du commerce, dans les boutiques, etc. Et puis à l'école. Comment vous positionnez par rapport à ça, vous, chez Okapi, par exemple ? Nous, on essaye d'être à la fois sur du temps court et du temps long, déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même approche de l'actualité. Et je prends par exemple ce qui se passe là, effectivement, qui est assez frappant. Quand on est dans un quotidien, donc on doit traiter en direct ce qui se passe. Et quand on est sur une publication comme la nôtre, qui est bimensuelle, avec donc une nécessité d'être déjà projeté sur le moment de la parution, au moment où on réfléchit au sujet. Ça implique, ça crée des obligations, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas seulement de parler de l'actualité en tant que telle, c'est de trouver les fils conducteurs forts qui vont nous permettre de traiter des sujets et d'aider à les comprendre. Par exemple, là, en voyant ce qui se passe, et si on parle de l'état de guerre en Europe, j'ai envie de dire que ce sur quoi j'ai envie de travailler pour le moment, pour intéresser nos lecteurs, c'est un pays attaque un autre pays. C'est-à-dire que des guerres, en ce moment, il y en a beaucoup, malheureusement, mais c'est souvent des guerres civiles avec des
des factions, des milices qui affrontent une armée régulière dans un pays, avec parfois le soutien de forces étrangères, dont russes. Enfin, il y a la Syrie, il y a le Yémen, il y a des choses comme ça. Là, ce qui est totalement inédit dans l'époque récente, c'est la proximité, c'est-à-dire c'est en Europe. Et donc d'âge d'ado, on n'a pas connu ça. Et c'est un pays attaque un autre pays. Donc ça, déjà, mettre des mots là-dessus, essayer de comprendre pourquoi ça en soi c'est choquant, pourquoi ça vient rompre un peu l'ordre international, et en quoi quelqu'un comme Poutine est justement quelqu'un qui veut bouleverser l'ordre international. Déjà, on apporte des éléments pour aider à comprendre, et on permet éventuellement aux parents, pour rejoindre un peu la question que vous me posiez, de susciter l'intérêt dans un échange à la maison avec leurs enfants, déjà. Voilà, de créer un débat, de créer un moment d'échange où eux-mêmes ont l'occasion, là, sur des idées pas trop compliqué à manier malgré tout, d'avoir un échange qui permet déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe, où on est, sans entrer encore dans le détail, effectivement, de quelque chose de plus complexe qui serait sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, etc. D'accord. Si je comprends bien, c'est toujours l'idée du dialogue, finalement. Okapi et d'autres magazines, effectivement, pour les jeunes, servent de point d'ancrage, de point de démarrage, en fait, à un début de dialogue. Vous, à l'école, c'est la même chose ? On est dans une culture du dialogue, puisque vous le dites, je le reprends. Mais surtout, après, au-delà, en réalité. Je pose la question, moi. Je n'affirme rien. Vous pouvez, parce que, évidemment, les élèves, il faut les écouter et leur répondre. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Après, si on creuse un peu, traiter l'actualité, c'est aussi faire de l'histoire et de la géographie, parce que maintenant... Absolument. Voilà, donc l'attaque qui a eu lieu hier, c'est de l'histoire. L'histoire, c'est pas seulement des temps reculés, il y a aussi... l'immédiateté de l'histoire, c'est la plus complexe à étudier. Il existe en France un institut du temps présent qui est relié au CNRS et ça nous permet, nous aussi, de faire l'histoire, de décrypter cette actualité. Et puis après, donner du sens, voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant, permettre aux élèves de comprendre ce qui se passe en leur donnant du sens. Là, après, le sens... qui se dégage de ce qui est en train de se passer est particulièrement important, puisqu'il s'agit finalement de l'éruption dans la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, mais finalement pour les gens qui étudient la question d'une confirmation d'un nouvel ordre mondial. Voilà, on est encore dans les conséquences de la guerre froide. Elle s'est terminée il y a une trentaine d'années, mais on a vite effacé les Russes et l'URSS. Mais excusez-moi de vous couper, mais est-ce que les enfants ont conscience que les Russes ont été des alliés pour nous à une période de l'histoire très importante ? Est-ce qu'il y a ces questions-là qui reviennent aussi, de se dire à un moment comment est-ce possible bêtement de se dire à un moment, un pays nous a aidés et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont les méchants. Alors justement, c'est à ça que va consister notre rôle, en fait. Montrer les évolutions et finalement comprendre pourquoi, sans justifier. On n'est pas là pour justifier telle ou telle exaction. En tous les cas, l'attaque russe, mais en tous les cas pour la comprendre. Et voir que d'un point de vue de la politique étrangère russe, ça a un sens. Quel est le sens, justement ? Alors après, ça permet de dérouler tout un tas d'aspects notionnels, méthodologiques et cognitifs. Autrement dit, là, on va rentrer dans les connaissances, mais aussi dans les méthodes. Voilà. Avec les meilleurs des élèves, enfin, en tous les cas, les plus âgés, je pense au lycée. Moi, je suis au collège, mais il y a par exemple des notions... la notion de démocrature qu'on étudie au lycée. Vous pouvez l'expliquer, démocrature ? Alors, c'est justement le pouvoir tel que le met en place Vladimir Poutine avec une fiction de démocratie, un musellement de la société et de toutes les oppositions. Et faire croire en fait que il avance avec le soutien d'une nation, mais c'est pas le cas. De manière démocratique, mais vous reprenez démocrature pour dictature. Parce que c'en est une de fait. On a bien vu hier, ça a jailli également dans l'actualité. Certains Russes se sont mobilisés. Il y a plus d'une centaine d'arrestations. Donc tous les Russes évidemment ne sont pas d'accord. Mais après, là, en termes géopolitiques. On est au croisement de l'utilité,
sociale de nos disciplines, en fait, en termes de décryptage. C'est très important parce que vous êtes aussi spécialiste de la guerre d'Algérie, entre autres, de beaucoup de périodes de l'histoire, mais entre autres celle-ci, qui fait encore beaucoup écho aujourd'hui en France aux discussions tout simplement quotidiennes de la vie, à la société actuelle, à l'histoire de la France. Et comment réagissent les enfants quand vous abordez cette question-là ? Alors pour ce qui est de la guerre d'Algérie, là après, on peut pas tout mélanger. C'est pas du même ordre que ce qui se passe. Non. C'est une affaire. Là pour ce qui nous concerne, c'est une affaire française, franco-algérienne, mais plutôt franco-française en termes de problèmes d'ordre mémoriel. Voilà, avec une histoire qui a eu du mal à passer, même si elle a été faite. Les historiens font leur travail et ont fait leur travail et continuent de le faire. Mais il existe encore des non-dits, des choses qu'on n'a pas encore suffisamment abordées dans la société française. Et ça, c'est une question qui revient souvent et pouvoir répéter. C'est ça. Votre rôle aussi aujourd'hui, de pouvoir encore et encore répéter, continuer à expliquer. Pour ce qui est de la guerre d'Algérie, on est dans les conséquences, là, évidemment. Une guerre, la force est de le constater, 60 ans plus tard, a laissé un certain nombre de traces particulièrement importantes, dans lesquels nous sommes là, ancrés. Bon, après là, pour ce qui est de l'affaire ukrainienne, c'est autre chose, puisque c'est dans le temps présent. Et ce que j'allais vous dire tout à l'heure, en fait, là, quand vous m'avez demandé de vous expliciter un peu plus que ça la notion de démocrature, c'est que aussi, là, en l'occurrence, on ne sait pas tout. Il faut qu'on soit capable de dire aux élèves qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas savoir. Dis-moi que vous connaissez l'histoire, vous avez la connaissance de l'histoire. Voilà, mais on ne lit pas l'avenir. À chaque fois que les historiens, ou y compris les profs d'histoire, se mettent à vouloir décrypter l'avenir, ils se trompent. Voilà, parce que c'est pas ça notre travail. Notre travail, il est ancré dans le passé et dans le présent. Lire le présent à la lecture du passé et réciproquement. Mais après, là, ce que j'allais vous dire à l'instant, c'est que on peut aussi émettre des hypothèses, et on est là pour ça, en fait. D'une certaine manière, comment ça va se terminer, ça peut être une discussion vraiment intéressante et passionnante avec les élèves pour voir si, justement, ils ont acquis finalement l'analyse qui a été la nôtre et voir l'issue que peut avoir un tel conflit. Puis après, quel est le rôle de la France, quel est le rôle de l'Union européenne dans cette affaire, où en sont les droits de l'homme, nos valeurs de la République. Vous voyez, on est à la confluence de plein de choses. Est-ce que justement toutes ces questions sont importantes, dont parle justement Kamel Chaban, de pouvoir justement reprendre ces questions essentielles finalement, que sont des questions républicaines dans des journaux comme Okapi? Pour moi, c'est au cœur du contrat de lecture, même, je dirais. C'est ce que vous dites est absolument passionnant et fait écho. Enfin, pour moi, en tout cas, je sens à quel point il y a une synergie et une complémentarité dans les approches. Sur les exemples que vous donniez, la guerre d'Algérie est un bon exemple de comment nous, en tant que médias qui nous adressons à des tout jeunes, on aborde ce sujet. Donc, il se trouve que le dernier numéro qui paraît d'Okapi que vous avez présenté, vous avez l'amabilité de présenter, on a fait quelque chose d'un petit peu inédit, c'est-à-dire qu'on a décidé de travailler sur un scénario de bande dessinée dans lequel on met en scène des adolescents d'aujourd'hui, d'un collège de France, avec des origines diverses et variées, qui prennent eux-mêmes en main une enquête, chacun au sein de sa famille, pour essayer de comprendre pourquoi c'est compliqué entre la France et l'Algérie. Donc là-dedans, il va y avoir le descendant de Harki, le descendant de Pied-Noir, le descendant d'Appelé, etc. Et chacun fait ce travail de mémoire de sa propre famille. Tous les enfants regroupent leur expérience et ça devient un débat en classe où on a des invités et tout ça vit dans les pages. L'idée de tout ça étant, évidemment, il y a une sorte de regard idéaliste, on est d'accord, mais l'idée de tout ça, c'est de dire, il y a une génération qui monte, c'est la tienne, en s'adressant au lecteur, et tu portes quelque chose qui peut s'appeler une réconciliation si entre vous, les enfants, vous êtes capables de dépasser les colères et les incompréhensions et les non-dits de vos aïeux, de vos grands-parents, et si vous allez vers quelque chose qui est des amitiés entre vous,
en ayant fait le travail de comprendre d'où vous venez. Quoi, voilà. Vous avez quand même une responsabilité forte. Vous travaillez avec des historiens, justement pour Absolument. Même oui, toujours, bien sûr. Oui, c'est primordial. Oui, on s'entoure, on part pas on part d'une intention, et une fois qu'elle est en place, on fait un travail journalistique approfondi, et de la même manière, j'allais dire, sur d'autres sujets. Vous parliez de la démocrature, je ne sais pas si j'ai le temps d'en dire deux mots, mais pour moi, il y a une image forte dans les derniers jours que j'ai envie, pour le coup, de traiter sur le plan de l'actualité, c'est Poutine dans cette salle de conseil, vous avez vu... La table. Oui, la table, dans la salle Sainte-Catherine, je crois, où il a convoqué comme ça tout son conseil de guerre, et la manière dont il est disposé par rapport à l'assistante, enfin, c'est passionnant à regarder, pour dire quel rapport il a au pouvoir, et aussi aux apparats, enfin, j'allais dire autant aux apparats qu'aux apparences de la démocratie, c'est-à-dire de donner la parole aux uns et aux autres pour montrer l'unanimité. Enfin, c'est des choses tout à fait passionnantes à traiter pour des médias comme nous et dans un esprit pédagogique. Voilà. Alors justement, vous parliez de la bande dessinée, c'est un moyen aussi, une forme, j'allais dire, à la différence du fond, une forme pour faire passer justement des idées de fond. Vous travaillez, vous, Kamel Chaban, sur les mémoires cellulaires, j'ai lu ça. Et donc c'est très intéressant parce que je me disais de quelle manière on peut être à la fois professeur d'histoire-géographie, professeur de MC, d'éducation civique, et en même temps pouvoir travailler justement sur ces histoires de mémoire, puisque en fait il reste des traces vraiment très fortes, très marquées chez les enfants. Et donc, comment vous faites avec eux? Comment ça s'opère? Là, on vient, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les représentations qu'ils véhiculent, en fait, soit par des mémoires familiales, soit par les réseaux sociaux, finalement, l'opinion qu'ils se sont faite, qui est encore pas mal parasitée par beaucoup d'idées reçues, en fait, Et puis après, s'il y a des problèmes d'ordre mémoriel aussi dans notre pays, c'est parce que, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas dit aussi brutalement que je vais vous le dire, c'est que l'histoire n'est pas passée. Voilà, en réalité, même si les historiens ont fait leur travail, on attend finalement que la République, elle tranche. Donc c'est politique ? Alors une partie importante. C'est pas les mêmes considérations de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'on n'est pas dans une démocratie représentative comme la nôtre. En réalité, finalement, ça recoupe aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Comment on fait avec les élèves ? Là, les élèves, si la relation de confiance et le côté scientifique, didactique et pédagogique est bien mise en œuvre par l'enseignant, l'enseignant devient un référent à la fois éducatif, mais là, pour ce qui nous concerne, pédagogique. Et les élèves attendent des réponses. Quand on confronte les mémoires, on fait venir dans notre collège, on en parlait en aparté avant l'émission, les 4 mémoires dont monsieur faisait référence à l'instant, les témoins ne reviennent pas faire la guerre, mais ils confrontent finalement leur point de vue d'acteur à ce moment-là, voilà. Ça oblige aussi les élèves d'une certaine manière à se mettre à leur place, en se rendant compte, c'est là où c'est passionnant, qu'il y avait plusieurs avenirs possibles. Nous, on est, quand on fait de l'histoire, ou qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on est un peu parasité parce qu'on connaît la fin, voilà. Or là, les acteurs, quand ils vivent le présent qu'ils ont eu dans ce passé, qui pour nous est complètement du passé, mais qui pour eux a été un présent, n'avait pas forcément l'avenir qui est arrivé. Vous voyez, par exemple, au fur et à mesure que le conflit algérien évolue, les pieds noirs, à la fin, se rendent compte qu'ils vont être obligés de partir. Mais ça n'a absolument pas été une option pour eux. Ça va être un arrachement, un drame, etc. De la même manière que les harkis. Voilà, à un moment, beaucoup d'entre eux doivent s'en aller parce que leur vie est en danger. Mais c'est ça qui est passionnant, de confronter les différents points de vue. Et alors, on n'est pas là forcément pour tomber d'accord. Il y a encore des oppositions entre les témoins, mais les élèves se rendent compte que 60 ans après, ils ne reviennent pas faire la guerre. Non, au contraire, ils viennent en discuter pour qu'on arrive justement à penser un certain nombre de plaies. Oui, penser dans le PAN. Voilà, PAN, qui continue de nous parasiter d'une certaine manière, malheureusement, dans notre présent.
Il y a une certaine défiance, on le voit assez quotidiennement par rapport aux journalistes. De manière générale, en France en tout cas. On se pose toujours la question de savoir, et surtout avec cette pandémie, le Covid, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mensonge d'État? Est-ce que c'est un mensonge généralisé? Est-ce que ce virus vient de tel endroit ou pas tel endroit? Mais c'est valable finalement pour plein de sujets, très souvent. Est-ce que justement on peut confronter, d'ailleurs vous avez écrit des bouquins pour les enfants, et notamment un livre, alors je l'ai noté, il doit être dans mes fiches, mais comme je ne suis pas du tout mes questions, parce que de toute façon je suis avec vous dans cette discussion, mais ce livre où justement vous racontez une histoire vue de 3 prismes différents. Comment s'appelle le livre, pardon? Alors, c'était une collection qu'on avait lancée dans les années 2000, qui s'appelle J'ai vécu. Voilà. Et en fait, j'en ai écrit 2, pour être précis, dans cette collection. J'ai écrit un livre sur la guerre de 14-18. J'ai vécu la Première Guerre mondiale, et un livre sur la guerre civile espagnole. Et c'était 3 prismes différents. À chaque fois, c'était une approche en allant chercher 3 témoins de l'époque. Et donc, le livre sur la guerre de 14-18 était un défi, parce que pour le coup, j'avais été rencontrer les derniers survivants parmi ceux qu'on appelait les poilus, alors que c'était des gamins de 17 ans à l'époque, mais qui, les faire parler de l'adolescent ou le jeune qu'ils étaient à l'époque, quand on les a fait entrer dans cette guerre dont ils ne comprenaient pas tous les ressorts, et avec un parti pris d'aller chercher d'abord ceux qui étaient encore prêts à en parler, avec tout un travail après de vérification avec les archives de l'armée et tout, évidemment. Il y avait un travail aussi voilà. Mais en tout cas, il y a cette démarche-là, de témoignages systématiques. Bravo de pouvoir confronter justement toutes ces idées, tous ces vécus, tous ces témoignages. Merci d'avoir été avec nous. J'espère pouvoir vous réunir à nouveau, parce qu'on a encore plein de choses à dire sur ce sujet passionnant de l'actualité expliquée, racontée aux élèves, aux enfants, et puis surtout aux grands, parce que je pense qu'en fait, il y a plein de grands, entre guillemets, qui ont besoin aussi de mieux comprendre ce qui s'est passé pour mieux comprendre justement ce qui arrive aujourd'hui. Merci Jean-Yves Dana d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur chef de CAPI. Merci également Kamel Chaban d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie et de MC au collège Gustave Flaubert à Paris. Restez avec nous, car juste après la pub, on accueillera Alex Good qui sera sur ce plateau. Il est à la tête de l'Omni sur France 4 et il cartonne depuis le confinement, mais même avant. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT en compagnie d'Alex Good. Bonjour. Oh là là, ça vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec ces trucs de confinement, de machin. Mais oui, exactement. Vous n'avez pas changé. On se vous voit. Oh punaise. Ok, je vais essayer de te vous voyer. Ça va être dur. Oui. Alors tu vas bien ou pas? Oui, je vais. Écoute, je vais bien. Je vais très bien dans ma vie de folie et dans ce monde de folie. On est un peu fatigué quand même. Hein, ça n'arrête pas. C'est sûr que ces jours-ci, ça a été un peu compliqué en effet. Ces jours-ci, oui, ça fait 3 ans. Du Covid également. Ça fait 2 ans que voilà. Ça ne s'est jamais arrêté. Ah, c'est sympa. Alex, donc tu es à la tête, parce que c'est vrai qu'on se tutoie et qu'on se connaît quand même tous bien, donc on va pas être dans le mensonge. Tu es à la tête de l'Omni sur France 4 depuis un certain temps maintenant. Il me semble que ça a commencé un 23 mars, mais je ne suis pas sûre. C'est ça, on a déconfiné le 17 et on avait décidé de le faire sur Internet au début. Ça devait être une idée qu'on avait eue pour le mettre sur Internet avec Média TV, Cédric Lèche, le producteur Média TV, et Amel Kogar, qui à l'époque était de l'Omni. On s'était dit, tiens, on va faire ça sur Internet tranquillement pour que les enfants puissent regarder. Et puis Delphi Arnault et Takis Candice, qui à l'époque était sur France 2, on a décidé, non, il faut le mettre à la télé directement pour que les enfants le voient. Et puis alors, après, ça a été l'avalanche. L'explosion. On faisait 9 heures d'antenne par jour. Mais alors justement, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'antenne, mais nous on connaît un petit peu, 9 heures d'antenne par jour, c'est colossal. J'en ai parlé longuement avec Frédéric Lacroix, qui a monté le projet avec toi. Ça a été énormissime. En fait, on ne dormait pas, c'est-à-dire qu'on faisait les émissions, et puis après, moi, j'écrivais les émissions du lendemain avec les équipes, mais j'écrivais en tout cas ce que moi je disais, en fait, on n'a pas dormi pendant 4 mois, puisque fallait produire, quoi. Fallait qu'on fasse des trucs, et on était au début en direct, le temps qu'on puisse s'habituer un petit peu à rattraper, à s'organiser, parce que ça, on n'avait jamais fait ça, personne n'avait jamais lancé une émission, 9 heures d'antenne lancée comme ça en une semaine, c'était incroyable, quoi. Tu peux rappeler le principe de l'Omni? En fait, il y avait plein de choses. On a travaillé donc le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on travaille toujours, sur toutes les émissions, et maintenant même Amel Kogar est partie au ministère, la boss de l'Omni est partie au ministère travailler avec eux. Donc, en fait, on avait des cours
qu'on avait segmenté par section scolaire. Donc on commençait au CP, on allait jusqu'à la terminale, quoi. Ça, c'était étalé sur la journée. Et on avait toutes les émissions globales, style La Maison Lumni, Les Quais de Vacances, 1, 2, 3 Lumni, Le Club Lumni, voilà, qui étaient des émissions globales où les profs venaient avec moi discuter de sujets divers et variés. Et là où il y avait plus de classes, plus de niveaux. Et c'est l'émission qui marchait le mieux, puisque pour le coup, toute la famille regardait, et même les parents, les grands-parents réapprenaient un petit peu tout, quoi. Plus Moi aussi, le jeu Lumni qui existe encore aujourd'hui, qui pour le coup s'adresse plutôt aux enfants. Tu vois, on va du CP jusqu'à la 6e, avec des questions où on apprend tous des choses. Hein. Moi, je suis devenu un expert alors que j'étais nul à chier en histoire-géographie. Maintenant, je connais tout. Il y avait des audiences incroyables pendant le confinement, notamment. Pendant le confinement, c'était la folie. Et après le confinement, on a eu des problèmes d'horaire. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis très très tard, nos amis de France Télé, pour des raisons de grille et tout. Donc c'est un peu plus complexe, mais ça marchait toujours. Et ça marche toujours aujourd'hui dès que ça passe. Voilà, on est sur une chaîne où tu avais surtout des dessins animés. Donc il fallait habituer les gens à ce qu'il y ait autre chose que les dessins animés. Mais ça a été très vite pris. Et puis ça a créé, enfin, tu vois, moi, ça a objectivement changé ma vie. C'est-à-dire qu'avant, les gens pensaient que j'étais le rigolo de service. Maintenant, je suis le rigolo un peu intelligent. Alors justement, Alexandre, tu as beaucoup de vies. Tu as plusieurs vies. Oui, ça, on va en parler des autres vies qui sont théâtre, cinéma et autres. Et d'ailleurs, la France et les États-Unis. Mais avant cela, j'aurais parlé par rapport à l'Omni. Pourquoi on est venu te chercher toi spécifiquement? Tu sais ça? Alors, oui, je le sais, c'est parce que c'est Média TV à la base, c'est Cédric Lèche qui avait eu l'idée en premier, avec qui je travaillais, moi, sur mes émissions en Normandie avec lui. Et surtout, si tu veux, j'ai une espèce de légitimité quand même sur la jeunesse, même si je suis vieux maintenant, mais j'ai toujours 15 ans d'âge mental. Chez moi, c'est des super-héros partout, des jeux vidéo partout. Ça fait 25 ans que je suis chef de rubrique au Journal de Mickey. J'écris depuis 25 ans pour les enfants. J'ai commencé ma carrière sur Disney Channel, télé, si tu veux. Donc, tu as tout un système qui fait qu'effectivement, voilà, je fais beaucoup de voix de dessins animés. Enfin, je suis très... Je refuse de vieillir, je suis Peter Pan, tu vois. Donc, je suis assez, voilà, je suis assez en connexion avec ce monde-là. Donc, je pense que ça a beaucoup joué sur le rapport à la jeunesse et aux enfants qui me connaissent quand même finalement pas mal, y compris sur mon expérience d'M6 avant. Non, mais parce qu'on te connaît sur l'aspect effectivement très drôle et très humoriste, en fait, de Alex Good. Mais c'est vrai que pour toi, l'éducation, finalement, l'école, ça a une véritable importance. Le cyberharcèlement, tous ces sujets, par exemple, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est important pour toi aussi d'avoir Bien sûr, de prendre part. Moi-même papa. Je suis moi-même papa d'un petit qui a 7 ans maintenant, depuis quelques jours. Donc, il a 7 ans aujourd'hui. Donc, surtout quand tu vois le monde dans lequel on évolue, tu te poses tellement de questions et tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux transmettre? Comment je peux aider? À quoi je peux servir dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand même tu te dis, tu vois, les enfants, ils sont le Covid, là maintenant ils vont découvrir ce que c'est que la guerre, tu vois, de façon assez violente, tu vois les images à la télé tous les jours, tu te dis, bon alors comment je transmets les messages, comment je raconte ce que c'est, comment j'explique, enfin tu vois. On vient d'en parler à l'instant, effectivement. C'est des vrais questionnements, et oui, donc si je peux apporter quelque chose, j'essaie de le faire avec mon humble savoir et mon travail, mais voilà. Alors, tu vois l'expérience de l'école ici en France et avec tout ce que tu peux transmettre aujourd'hui aux enfants de manière à la fois ludique mais aussi pédagogique grâce à l'Omni. Mais tu as aussi l'expérience aux États-Unis puisque effectivement, tu vis entre la France et les États-Unis. Oui, je fais 15 jours à peu près. Voilà, donc tu vois l'école là-bas. Ça se passe comment l'école là-bas, en quelques mots? C'est pas du tout pareil, hein, on va dire que c'est complètement organisé. 7 ans, c'est l'équivalence du quoi? Du CP, il est en à peu CP. près. Il est en CP. Tu vois, il a été élu meilleur élève de toute l'école. Félicitations. Imagine qu'en France on fasse ça, je pense que ça aurait. Tu vois, ça te montre les différences. Il a reçu un diplôme le premier mois. Tous les mois, ils remettent le prix du meilleur élève de l'école, de toute l'école, hein, à un élève, et tu gagnes à 7 ans à déjeuner avec le proviseur pour parler de ton avenir. On est beaucoup plus dans la compétition. Voilà, t'es plus dans la compète. Après, Elliot, il a une chance inouïe, mon fils, puisqu'il a 7 ans, il est trilingue, tu vois, il parle déjà français, espagnol et évidemment anglais. Espagnol parce que le nouveau mari de mon ex-mari... Oh, j'adore. Tu vois qu'on a la même vie. et d'origine mexicaine, et que la maman vit avec eux et qu'elle parle que espagnol. Donc formidable. Donc du coup, absolument génial. Parle espagnol, voilà. Donc du coup, il parlait 3 langues, ce qui est génial à 7 ans. Tu te dis, c'est incroyable. Voilà. Et après, le système n'est pas du tout le même, c'est-à-dire qu'il va... je le dépose à l'école le matin à 9h, moins 10, tu vois, il commence les cours à 9h, mais c'est fini à 3h. Et après, c'est que le sport. Et après, c'est sport. Les arts. Sport ou les arts. Les sports, les arts. Tu vois, bon, lui, il est fan de gym, fan de tennis, donc on le met à la gym et au tennis, mais c'est pas du tout organisé de la même façon, quoi. Disons que c'est une différente méthode, c'est open, on va dire. Mais le modèle nordique aussi propose ça, je veux dire. Enfin, c'est quand même en France où les enfants travaillent beaucoup et le rythme scolaire, d'ailleurs, est souvent remis en question
Oui, moi, ce que je remets un peu plus en question, c'est l'élitisme maths français, que je trouve un peu idiot chez nous. Je dois dire. Qui revient de plus en plus d'ailleurs sur la table. C'est un véritable sujet. Oui, mais tu dis, t'es bon en maths et t'es en français, donc vas-y, tu vas passer toutes tes années. Mais en fait, il n'y a pas que les maths et le français qui comptent dans la vie, et tu peux très bien essayer de devenir plombier, couturier, docteur, tout ce que tu veux. Je trouve qu'on te pousse tellement sur les maths et le français. Tu vois, être docteur sans les maths, c'est plus difficile. Voilà, ça, mais leur stratégie, beaucoup d'enfants ne savent pas lire encore aujourd'hui. Et leur stratégie là-bas, c'est plus de te pousser vers là où tu es fort, en fait. Mais donc chaque système a ses qualités, ses défauts, malheureusement. S'il y avait un système formidable, tout le monde le suivrait. Je pense que, voilà. Alors, c'est une vie, la première, la télévision, l'Omni, le succès, justement, depuis longtemps, mais là, particulier sur France 4 avec l'Omni. Et il y a aussi le théâtre. Je suis revenu, oui, c'est vrai que ça fait 15 ans que je n'étais pas monté sur scène. La sensation était la même ou pas? Pas du tout. C'était très différent, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand je faisais du théâtre, j'étais pas connu, entre guillemets, donc j'étais connu au théâtre parisien, quand même, pas à la télé. Et alors maintenant, du coup, quand je vais en tournée, je suis connu de la télé, donc les gens viennent pas me voir comme acteur de théâtre, mais ils viennent me voir comme monsieur de la télé. Et donc, du coup, c'est plutôt la même sensation, et c'est presque un peu bizarre, parce que les gens, du coup, dès qu'ils voient, ils rigolent, même si je fais plus rien, alors qu'avant, il fallait que je me batte pour les faire rire. Tu vois, maintenant, t'es un espèce de truc acquis, en fait. Donc, c'est un peu étrange. On s'éclate avec Léa François et Jeanne Resmond, qui sont mes collègues. La pièce s'appelle comment? Ça s'appelle Cache-moi si tu peux. On est en tournée un peu en toute la France, et on va sûrement arriver à Paris, vu le succès du truc. C'est très drôle, ça se passe le premier jour du confinement, et j'ai ma femme qui part faire les courses, pendant que ma maîtresse débarque pour passer le confinement avec moi. D'accord, c'est un fédo moderne. Voilà, exactement. C'est ça, les porte-claques, c'est le délire. Et t'arrives très très bien à t'en sortir finalement. Oui, j'ai retrouvé mes vieux automatismes. Bah oui, évidemment. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Voilà. Et alors vous arrivez, je dis à vous, tu vois le réflexe, tu arrives à gérer très très bien justement à la fois le côté animateur télé, comédien de théâtre, producteur également. Oui, disons que c'est vrai que j'ai plusieurs vies, je travaille beaucoup, je dors 4 heures par jour, et le reste du temps je travaille. Voilà, je ne m'amuse pas beaucoup, je fais que travailler, mais j'aime beaucoup ma vie, j'ai de la chance. Et puis tu vois, je suis rentré de Las Vegas mardi à midi, j'étais sur scène le soir au Luxembourg à 21h. Après, je travaillais sur mes émissions. Le soir, je travaillais sur mon spectacle à Vegas avec Xavier Mortimer, un Français que je produis et que j'ai mis en scène à Las Vegas et qui marche très bien. Je fais ça la nuit. Voilà. Vous voulez pas produire Michael Dorian? Je m'organise. Qu'est-ce qu'il veut faire, Michael? One Man, évidemment. C'est que One Man, c'est pas le truc tendance. Non, en ce moment, non. Qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Le problème, c'est que on vient de vivre un truc qui a transformé les habitudes des gens. Et je pense que ça va être très dur pour le théâtre et pour le cinéma de faire des choses qui étaient entre guillemets avant classiques, pour lesquelles tu venais. Maintenant, pour te motiver à sortir chez toi, c'est vrai que tu es content de voir la suite de ta série, on va pas se le cacher. On se fait livrer à manger à la maison. À Paris, si tu vas aller au théâtre, faut prévoir 16h20 avant d'arriver sur le théâtre, grâce à la circulation formidable de notre magnifique ville. Merci Madame la maire. Non mais ça tue la culture, tu vois, t'as plus envie de sortir en fait. Ouais. Donc c'est très compliqué de sortir le soir. Donc il faut vraiment que tu proposes quelque chose de très différent. Et donc, des one-man ou des spectacles un peu classiques, si tu veux, sans personnalité ou sans thème particulier, souffrent beaucoup plus depuis la reprise. C'est pareil pour les petits films, où tu te dis, ça va arriver sur mon Netflix, mon Amazon, mon Prime, mon Disney+. Donc, on voit vraiment un switch. Qu'est-ce qui donne envie aux gens de sortir? Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à les attirer dans des salles? Alors, Le Roi Lion, les producteurs cartonnent, mais voilà. Les spectacles pour enfants continuent de bien fonctionner. Oui, exactement. Les spectacles pour enfants continuent de bien fonctionner pour la bonne et simple raison que, si tu veux, ça fait 2 ans que tout le monde est bloqué à la maison et tu es content de sortir tes enfants. Après, il y a une logique économique qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même très risqué. Tu vois, avec tout ce qui se passe, imagine, tu produis un spectacle et puis 6 mois après, on te dit, non, faut arrêter parce qu'il y a le Covid. Donc, toi, tu as dépensé de l'argent en communication, tout ça. Donc oui, les spectacles pour enfants, ça fonctionne. Et tu n'as jamais produit, je sais pas, avec l'expérience de l'Umni et compagnie, de la production de spectacles justement éducatifs ou pour les enfants, c'est pas un truc qui... Alors, j'avais fait Timéo, qui était un spectacle pour la famille sur le handicap, qui était Occasion de Paris. Mais c'est vrai qu'on a réfléchi, même, je vais te le dire franchement, à faire une tour des l'Umni, à se dire, tiens, on va faire des spectacles avec les profs. Et on va partir, on va répondre aux questions des enfants et tout ça. Mais avec tout ce qui se passe, le Covid et tout, on va attendre un peu. Voilà. Mais j'y réfléchis. C'est une idée que je garde en tête. Parce que je me dis que c'est bien de partir au contact des gens. Mais alors, tu disais justement que la production, c'est extrêmement difficile, qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien si finalement les habitudes des Français d'aller encore au théâtre ou au cinéma, c'est un peu compliqué. Et pour autant, tu te lances quand même dans un film. Oui, parce que... Et j'aime bien cette contradiction chez toi. Mais non, parce que je me dis que je vais justement faire une proposition suffisamment alléchante pour que les gens viennent. C'est Avengers chez toi.
C'est toujours le même système. C'est-à-dire que comme au début, quand je suis sorti des cours Simon, personne ne voulait me au théâtre. Et je me suis dit, je vais faire ma pièce. Et puis après, ça a fait un carton. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé à la télé, au théâtre et compagnie. Donc là, c'est la même chose. Personne ne veut de moi au cinéma parce qu'on a l'image du monsieur de la télé. Donc je me dis, très bien, personne ne veut de moi, je vais le faire moi-même. Hein, voilà, hop. Et donc je vais faire mon film avec mes amis. Full Time Studio qui produit le film, qui est une boîte de production de petits films indépendants. Voilà. Et puis on va tenter. Et le thème, tu peux en parler ou pas? C'est l'amour. Toujours l'amour. C'est l'amour. Mais oui, parce que j'en ai ras-le-bol de l'amour. J'adore. Non, mais ça fait 3000 ans que les gens cherchent la solution. Donc là, c'est une enquête policière pour savoir où est-ce que vous passer l'amour et qu'on essaie de comprendre un peu. Non, mais qu'on essaie de comprendre, si tu veux. Ça fait 3000 ans. L'amour si quelqu'un avait les recettes. Mais non, mais il y en a ras-le-bol, franchement, c'est vrai. Pourquoi on ne peut pas être heureux? Merci. Avec en tout cas, ces switches là sur le téléphone. On se laisse sur ce pitch-là, j'adore. Oui. On n'est plus sur Tinder, justement, on n'est plus sur les swipes, on est sur l'amour. On se quitte là-dessus. Aimons-nous, on s'aime, nous. Ah bah oui, complètement. Moi, je vous aime. On aime l'école. Voilà. Vous avez remarqué, je vous vois dans ces cas-là. Tu me vous. Merci. On aime l'école. Et le principe, c'est quoi? C'est donner envie d'aimer l'école? Non, mais on aime l'école. On n'a même pas besoin de donner envie. Voilà. Merci Alex Good d'avoir été avec nous. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour toi. Tu reviens quand tu veux, tu es chez toi ici. Écoute, c'est très sympathique. C'est très sympathique. La prochaine pièce. Ça te plaît? C'est violet comme chez moi. Chez moi aussi, tout est violet, donc je me sens à la Alors, maison. sur un plateau de télé, c'est canon. Chez toi, je ne sais pas. Tout d'un coup, je me pose la question. Ça dépend. Il y a des gens qui se posent la question aussi. Mais c'est un concept. Voilà. Merci, Alex. Merci mille fois. Vous le savez, dans le Grand JT d'éducation, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, on leur a demandé ce que représentait l'espoir pour eux. On peut espérer qu'il y a moins de guerre, qu'il y a moins de... que le coronavirus n'est plus là et qu'on respecte un peu la planète. C'est la pensée positive qui nous aide à vivre mieux parce que sans l'espoir, c'est triste. Par exemple, il y a l'espoir de voyager pour voir le monde, l'espoir de voir justement le monde meilleur, que les problèmes ils s'arrêtent, par exemple la famine elle s'arrête, les maladies elles s'arrêtent, ça c'est un espoir aussi. L'espoir c'est la fin des masques, l'espoir c'est de voir la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Il y a vraiment plein de pensées positives avec lesquelles on ne pourrait pas vivre sans, positivement sans. Et c'est ça l'espoir pour moi. L'espoir pour toi, c'est quoi? Écoute, l'espoir, c'est de me dire qu'on s'en sort toujours. On arrive toujours à se sortir de tous les trucs. Alors même si là, on passe des années quand même pas simples. Voilà. Sinon, on ferait plus d'enfants. Moi, l'espoir, c'est de me dire mon fils va avoir un meilleur monde que le mien. Je pense qu'on commence à prendre quand même conscience de plein de trucs, de la planète. Voilà. Donc j'espère que ce sera... C'est la vision optimiste, c'est voilà. Parfait. Soyons optimistes. Très important ce moment. Tout de suite, c'est Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard a reçu la chanteuse Joyce Jonathan. L'école de demain, pour vous, c'est quoi? Alors, l'école de demain, c'est dur à dire parce qu'il y a des changements, il y a des évolutions que j'ai du mal à suivre depuis que je ne suis plus à l'école. De toute façon, quand on n'est pas concerné par un sujet, forcément, on s'y intéresse un peu moins. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais voir dans l'école de demain, c'est ce que je vous disais, un peu plus d'orientation pour mieux cibler ce qu'on aime, ses forces aussi. Parce que voilà, c'est bien aussi de se sentir fort dans son métier, dans ce qui va nous guider ensuite. C'est aussi la musique. Je trouve que... non, mais à l'école, au collège, on apprend la flûte, qui est quand même l'instrument qu'on ne va jamais utiliser. Mais parce que c'est pratique à transporter. C'est pratique, oui, mais l'harmonica, c'est pratique aussi, et c'est beaucoup plus stylé, par exemple. Ou même, il y a des mini-claviers. Pour juste apprendre les harmonies, les gammes, au moins les notes. Et c'est vrai que la flûte, c'est pratique, mais on ne va plus jamais jouer de la flûte dans sa vie, ou c'est très rare. Ou mieux apprendre le chant, par exemple, mieux apprendre les harmonies. C'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment dommage et que ça pourrait être amélioré. Il faut changer la manière d'enseigner la musique, quoi. Oui. L'enseigner vraiment. L'enseigner vraiment, et puis en plus ça fait tellement du bien de chanter, ça détend, tout le monde aime chanter, tout le monde aime les karaokés par exemple. C'est vrai. Voilà. Il y a certains politiques qui militent pour le retour de la blouse à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ça, c'est aussi pour lisser, j'imagine, les différents horizons sociaux, pour rendre un peu tout le monde pareil, quoi, pour uniformiser tout ça. Mais je comprends le concept. Après, je trouve que c'est dur. Parce que justement, quand on grandit, on s'affirme aussi à travers ses habits. Enfin, moi, j'ai plein de souvenirs de mes vêtements, de pantalons affreux que j'adorais quand j'étais en 6e, en 5e, que je trouvais les plus beaux du monde. Et finalement, c'est comme ça qu'on construit son style, sa personnalité. Je pense que vous pouvez vraiment le dire parce que vous êtes une férue de mode. Non, mais vous pensez que ça empêche de développer la personnalité, de se trouver Oui, en fait, je pense que ce qu'apporterait l'uniforme enlèverait... Dans la balance voilà, dans la balance, en fait, ça enlèverait beaucoup de choses. Donc, je suis pas pour. Pas pour ? Non. On a parlé de la Chine. Ils étudient vos chansons à l'école. Oui. C'est vrai, ça ? Oui, alors c'est étudié dans les universités pour apprendre le français, donc, et ça, c'est un honneur. Oui, c'est sûr, c'est très drôle, parce que c'est trop cool qu'une chanson ait une fonction. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose auquel je participe là très bientôt. C'est un concept qui s'appelle StudyTrack. Et en fait, le concept, c'est des leçons qu'on apprend en chanson. Et ça a été approuvé par l'Éducation nationale. Et là, c'est en train d'être développé. Ils ont enregistré les premières chansons. Ils vont avoir plein de parrains et de marraines différents. Ça se passe comment ? C'est une application ? Je crois que c'est une application et qu'on peut trouver les chansons sur Internet. Donc il faut que ça colle au programme scolaire étudié. Oui, c'est ça, mais c'est par niveau. Et par exemple, moi là, je vais enregistrer une chanson sur les capitales et ça permet d'apprendre les capitales en chanson, donc avec une mélodie. Et c'est vrai que sur le coup, je me disais, bon, c'est quand même... c'est riche, quoi, comme parole. C'est des paroles un peu conséquentes. C'est différent de ce que je chante d'habitude. C'est moins facile. Mais en même temps, c'est vrai que je me suis souvenu que quand on est au collège, on apprend, enfin même en école primaire, on apprend des leçons par cœur, de A à Z. Ouais. C'est super dur. D'ailleurs, on les apprend sans vraiment réfléchir au sens, tellement qu'on martèle d'apprendre les choses par cœur. Et là, finalement, ça permet d'apprendre par cœur, mais en plus avec une mélodie dont on va se souvenir. Et c'est vrai que... C'est sur des mélodies qu'on connaît déjà ? Non, c'est des mélodies nouvelles, mais je trouve que ce qui est cool, c'est que, on se rend compte quand on apprend une chanson, même dans une autre langue, à quel point on mémorise plus facilement les mots. Ouais. Et voilà, donc je trouve que le concept est sympa. Donc vous êtes un petit peu investi finalement. Un petit peu. et étudier en Chine surtout. Oui. Donc Joy Jonathan au programme scolaire. C'est déjà la fin. Bon, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous vos souvenirs d'écoliers. C'était un plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur Scoop TV. Bah oui, Joyce, on l'embrasse. Ah, je l'adore, c'est ma copine en plus, vraiment. Donc, elle est géniale. Tout de suite, c'est l'heure du Zap et c'est sur Scoop TV. Ma culture, la culture de mes parents, n'était pas valorisée. Et je vous donne quelques exemples. Le verbe chinoiser en français, ça veut dire faire titiller, en fait. C'est pas quelque chose de très favorable. Aujourd'hui, quand on dit « je vous parle chinois », ça veut dire « je vous embrouille ». Et donc, ces choses-là, en fait, ça vous marque quand c'est votre culture, en fait. Et ma fille, en fait, m'a dit, il n'y a pas très longtemps, que la professeure était très énervée. Elle est en école élémentaire. Il lui avait dit, est-ce que je vous parle chinois ? Et ma fille, elle est rentrée en me disant, oh, la maîtresse, elle a dit ça. Et ma fille comprend le chinois. Donc, en fait, pour elle, ça n'a aucun sens. Puisque... et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, oui, cette expression, c'est un héritage d'une idéologie raciste qui assimilait donc tout ce qui était chinois à quelque chose d'étranger, de barbare et de non civilisé, et qui donc en fait et ça fait une différence entre les enfants parce que elle m'a tout de suite dit, j'ai ressenti, elle avait les larmes aux yeux en m'expliquant mais pourtant le chinois c'est joli. Je lui dis oui tout à fait, c'est très joli et c'est une langue comme une autre. Il n'y a pas à avoir honte d'être chinoise ou de parler chinois et ça veut dire que tu vas pas comprendre ce que dit la maîtresse. Je vois en plus une évasion scolaire assez forte dans les milieux qui sont plus
défavorisés. Et cette évasion scolaire, elle commence déjà dans un premier temps, et ça c'était accentué par la Covid, par cette besoin de travailler, aider ses parents. Oui. Bien sûr. C'est les gens, il faut se nourrir. On a deuxièmement pas vraiment un intérêt en fait des élèves de poursuivre ces études parce qu'ils ne voient pas trop de perspectives. Et troisièmement, là je parle pour les filles, il y a aussi une partie liée à la grossesse trop précoce des filles. Oui. Les garçons qui doivent parfois chercher un travail et les filles avec des grossesses précoces. Absolument. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Moi, encore une fois, je vois dans mon école qui est un lycée privé, par contre dans un endroit, on va dire, pas très favorisé à Rio. Oui. Et je vois que même dans ma classe, c'était en 2008, on a eu déjà malheureusement ces filles qui sont tombées enceintes trop précocement. Et maintenant, avec les Covid, je pense que la situation liée au travail surtout, c'est pire. D'accord. D'abord, si on refait cet arrêt sur image, si on regarde ce qui s'est passé lors de ces confinements, encore une fois, irruption du numérique, pas tant dans les salles de classe que dans l'univers de la maison, parce qu'il a fallu en quelques jours même s'improviser salle de classe dans le salon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a identifié là, de façon très concrète, très pragmatique, à la fois les limites de notre savoir numérique en tant que parent, en tant qu'apprenant aussi, en tant qu'enseignant. Tout à fait, puis surtout, on a vu des inégalités. Et vous avez dit, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a des enseignants qui se sont pleinement appropriés ces nouveaux outils. Il y a des parents aussi. Je pense qu'on parle aussi d'une évolution des relations entre les parents et les enseignants, des relations qui sont beaucoup plus fortes, mais aussi avec des tensions. Et aujourd'hui, à la fois, il n'y aura pas de retour en arrière, mais il est important d'accompagner les enseignants qui ont plus de mal ou qui sont, pour des raisons qu'on peut aussi parfaitement comprendre, réticents. Et comme c'est irréversible, il faut les accompagner. Un de vos grands axes est de dire le racisme, l'intolérance en général, ce n'est pas une affaire, ou du moins pas seulement une affaire morale, c'est une question politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais pourquoi est-ce que le racisme, aujourd'hui en 2022, il perdure encore? On sait bien depuis belle lurette qu'il n'existe qu'une seule race. Enfin, je veux dire, on ne vous apprend rien si on vous dit que la couleur de peau n'est qu'une question de mélanine et pas de différenciation. Or, si aujourd'hui mes enfants sont à l'école et subissent des discriminations qui sont similaires à celles que moi je vivais il y a 30 ans, c'est que nous n'avons pas fait ce qu'il faut, en tout cas pour éradiquer les conséquences du racisme dans notre vie quotidienne. On a eu des progrès. L'important maintenant, c'est d'éviter de construire ce qu'on appelle ici des balles d'argent ou quelque chose de magique pour résoudre les problèmes éducatifs et de poursuivre de bonnes politiques publiques en éducation parce que d'une façon ou d'autre, on était en train d'évoluer à l'éducation publique. On a un examen chaque 2 années et à chaque année, le primaire amélioré avait des résultats meilleurs dès que l'examen était établi en 2000. Et à la secondaire inférieure, ce que vous appelez de collège, oui. On a eu des progrès dans les 5 derniers examens. Et maintenant, finalement, en 2019, on a eu des améliorations aussi à la fin du lycée. Alors, il y avait un progrès très lent jusqu'à la Covid, mais il y avait. Ce qu'on doit faire, c'est accélérer le pas, parce que le Brésil ne peut pas être tellement inégal du point de vue éducatif et avec des résultats si moches. Et justement, cet accompagnement, c'est vous qui le proposez en premier lieu, Marie-Caroline, avec le réseau Canopé. On se concentre sur la formation des enseignants et des enseignantes tout au long de leur vie, tout au long de leur carrière. Une importance de la formation en continu pour ces professeurs qui est soulignée par 95% des Français. C'est une étude que vous venez justement de publier. Aujourd'hui, quelle est la réalité de l'acculturation au numérique pour ces profs du 21e siècle? Alors, comme je vous le disais, on a constaté effectivement un changement qui est lent, mais qui est bien là. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans les études, non celles que vous avez citées, mais des études peut-être plus fines qu'on a pu mener après le confinement, c'est que les enseignants nous disent ce que la période a changé, au-delà du fait de s'approprier des outils, de maîtriser vraiment techniquement le numérique, c'est
la prise de conscience de l'importance du lien avec l'enfant. Et c'est ça que je trouve capital, c'est-à-dire qu'on voit bien que la transformation numérique de l'école, elle met au centre du sujet ce qui fait le métier enseignant, c'est-à-dire la relation. Et donc, le sujet qui pouvait être pris un petit peu de la mauvaise façon, je dirais, à savoir, est-ce que la machine va remplacer l'homme? Est-ce que l'enseignant va être remplacé par un robot, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, la question se pose autrement, parce que c'est comment je garde le lien, comment je personnalise mon apprentissage. Et dans les formations qu'on propose, pour être très concrète, nous, on propose des formations très simples. L'idée, c'est en 2 clics, je me connecte, j'ai accès à un webinaire, parce que les enseignants sont attachés à 2 choses principalement. La simplicité d'usage pour la formation en ligne. C'est ce qu'on a développé pendant le confinement avec un site qui s'appelle Canotech et qui regroupe toutes nos formations à distance, évidemment en lien étroit avec le ministère de l'Éducation nationale. Et la deuxième chose auquel ils sont attachés, c'est pouvoir discuter avec leurs collègues et échanger sur les pratiques. Évidemment, entendre un expert, on fait intervenir des chercheurs, des inspecteurs, des profs aussi qui témoignent de leurs pratiques dans ces formats. Mais ce qui est très important, c'est que le temps de se former est de plus en plus réduit. Donc, le distanciel et donc la formation par le numérique permet d'apporter une réponse adaptée au temps de l'enseignant et la possibilité de s'inscrire, de suivre en direct un échange, de pouvoir le revoir en replay, de le reconsommer à un moment où on a le temps, ça c'est très important. Et donc je pense que la formation à distance avec tous ces formats permet de multiplier les temps de formation. On a lancé des podcasts aussi, parce que je crois que quand on écoute un podcast, on se forme. La formation aujourd'hui, c'est ce que permet la digitalisation, elle est plus unique. Il n'y a plus qu'une seule façon de se former. En regardant votre émission, on se forme aussi. Et donc, voilà, c'est ça notre conviction. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter aux enseignants, de la simplicité, des échanges, et puis pas que la thématique numérique, c'est l'innovation pédagogique dans son ensemble, comment je reconstitue mon lien avec l'élève, comment j'invente, comment je réinvente ma façon d'apprendre, et c'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui. Au lycée, en cours de sciences économiques et sociales, dans le chapitre travail, emploi, chômage, les élèves vont donc apprendre à définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs de taux de chômage et de taux d'emploi. Le taux de chômage a été élaboré en regard de la norme d'emploi de la Société des 30 Glorieuses, dans lequel le chômage restait résiduel. Alors le chômage apparaissait comme une suspension temporaire du contrat de travail qui était lié à un ralentissement de l'activité économique. Et cette situation était donc envisagée comme provisoire individuellement, mais assez longue et massive pour justifier une indemnisation par la collectivité. C'est la fin de cette édition. Merci, Mickaël. Merci, Virginie. Merci 1000 fois à vous, cher ami. Merci à vous. Vous voyez, vous êtes deux. Je peux dire vous. Merci, Alex. Alex, sache que la semaine prochaine n'est pas une semaine comme une autre. Car figure-toi que Mickaël Dorian prend ma place. Je garde la boutique. Mais comment se fait-ce? Non, mieux que ça. Vous tenez la boutique. Mais comment se fait-ce? Tu pars en vacances? Tout à fait. Ah, bah c'est bien ça. J'avoue. Et surtout, le droit des vacances. Et surtout, c'est pas ça. C'est que comme ça donne l'occasion à Mickaël de pouvoir justement animer le Grand JT. Donc je suis ravie. Je crois que tu allais dire de mettre des robes comme toi, magnifiques. Alors, il pourra mettre une robe, sauf que là, le concept de la robe version Alex Good. Ce qui donc, oui, enfin, vous voyez, c'est une robe, hein, n'est-ce pas? Allez. Très doué en mode. J'aurais dû faire les études de stylisme. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe, à Amanda Montero au son, à Laure Oudemont au maquillage, Judith Garriguet et Emma Guessel à la rédaction, Romain Luc à la réalisation. Vous retrouvez bien sûr l'édition et bien sûr schooltv.com ou sur les Freebox, canal 247. Ciao, bonne semaine. Goodbye.